Vous êtes l'avocat des deux joueurs du 15 de France, Oscar Gégou et Hugo Oradou, dans la nuit du 6 au 7 juillet, après la victoire du 15 de France en test match en Argentine. Une femme qui avait rencontré les joueurs en boîte de nuit et s'était rendue avec l'un d'eux à l'hôtel a dit avoir subi viol et violence de la part des deux. Les inculpés reconnaissent des relations sexuelles, mais affirment qu'elles étaient consenties et nient toute violence. Nous sommes d'accord? Exactement. Les inculpés, le sont toujours aujourd'hui? Oui, ils sont libres, puisque le parquet, après avoir diligenté l'enquête et sur la base des éléments objectifs de l'enquête, a décidé de les remettre en liberté. Mais ils doivent rester pour le moment sur le sol argentin, le temps que soit une décision de remise en liberté totale soit prise et qu'ils puissent rentrer en France, soit que le classement intervienne. Les joueurs ont récupéré leur passeport. Oui, ils ont rejoint la capitale argentine, où ils vont attendre, là c'est une question de jours, de savoir s'ils peuvent rentrer en France. Et ils ont quitté Mendoza lorsqu'ils sont allés à Buenos Aires. On a interprété ce voyage comme une fin d'épisode douloureux pour eux. C'est pas encore fini, puisqu'ils ne sont pas dans leur club, ils ne sont pas dans leur famille, et il y a de toute façon beaucoup de choses à remettre à plat, notamment dans leur pays, en France. Mais c'est vrai qu'on espère que d'ici quelques jours, on va connaître les pilotes de cette affaire. Bon, vous n'êtes pas allé en Argentine? Non. Ils ont été défendus là-bas par des avocats. D'ailleurs, je crois que l'avocat qui les défend est le frère du ministre de la Justice. Oui, alors, c'est ça que j'ai lu oui, on répète dans ça, la presse. que quelqu'un soit le frère, le fils, le copain, c'est pas ça qui est important. C'est un très bon et un très bon réputé avocat argentin, qui était proche du milieu du rugby, qui a été choisi sur la base de ses compétences. Et surtout, il a conduit la défense conjointement avec un avocat à Mendoza. Et les deux sont des avocats compétents qui ont fait leur travail. Je veux dire, après que l'un soit l'un à Buenos Aires, frère ou copain de X, c'est la même chose de l'autre côté. J'ai envie de dire, un avocat, c'est quelqu'un qui agit dans la société. Il se trouve que là, c'est le frère du ministre. Mais ça n'a aucune forme d'incidence sur le fond du dossier. Vous n'êtes jamais allé en Argentine, mais vous les avez échangés avec eux en visio, j'imagine, oui, régulièrement. On travaille tous les jours, on échange sur les éléments techniques. Vous savez, un dossier, c'est assez important de le rappeler. Un dossier pénal, c'est trois choses. C'est un dossier, donc une enquête à charge et à décharge. Et donc, les trois quarts des gens qui s'expriment sur le sujet n'ont jamais accès au dossier, ne savent pas de quoi ils parlent. C'est les faits, en fait. Ensuite, il y a l'application de la loi. Les trois quarts des gens qui s'expriment sur les dossiers judiciaires ne connaissent pas la loi. Elle est compliquée, en plus, elle est argentine. Et puis enfin, c'est un juge impartial et indépendant qui doit statuer sur le dossier en application de la loi. Et les trois quarts des gens qui s'expriment sur ce dossier ne sont pas juges. Donc on a un débat médiatique, un bruit médiatique, qui se déroule parallèlement à une affaire judiciaire. Et c'est devenu assez insupportable dans la majorité des affaires médiatisées, puisqu'il y a un décalage entre le fond du dossier et ce qu'on en raconte. C'est pour ça qu'on est obligé d'intervenir, d'ailleurs, nous, avocats, dans les médias. Et le décalage ici, c'est qu'il a été établi que ces joueurs sont innocents dans le dossier. Les conversations, les vidéosurveillances, la nature des témoins ont établi qu'il n'y a pas eu de violence, qu'il n'y a pas eu de viol. Mais on ne pourra jamais, pour le moment, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans notre pays, tant que les journalistes ne racontent pas bien le dossier judiciaire, définitivement laver le fait qu'ils ont été innocentés et surtout qu'ils sont accusés à tort. Ce qui a été décisif, si j'ai bien compris, ce sont les vidéos de l'hôtel où cette dame avait dit des choses et manifestement les vidéos montraient des choses contraires. Il y a plusieurs éléments qui sont décisifs. La première chose, et ça on le savait dès les premiers jours, c'est qu'elle a fait de la scène un récit qui n'est pas possible. Elle dit qu'elle a été strangulée, asphyxiée, tirée au sol. Et on a eu très vite les marques de son corps. Comme c'est une personne qui marque beaucoup, on a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie qui l'empêche de coaguler et qui fait qu'elle a des marques. Si elle avait été strangulée, tenue au sol et qu'elle avait subi les violences qu'elle décrit, il y aurait eu des marques. C'est ce qu'a dit l'expert médico-légal dans les tout premiers temps du dossier. Ensuite, on a eu les vidéosurveillances. Alors chacun les interprète comme il veut, mais on voit bien que déjà, c'est pas une personne qui a été attirée dans cette chambre. Et puis, il n'y a pas de vidéosurveillance de ce qui s'est passé dans la chambre, mais ça a duré très longtemps. La chambre était ouverte, il y a quelqu'un qui est rentré, qui est sorti, etc. Puis on la voit ressortir de la chambre et on voit qu'elle n'a pas l'air marquée, elle n'est pas apeurée, etc. Moi, j'essaie d'être objectif, je ne fais pas une interprétation de la vidéo, mais les juges en tirent le fait que le récit qu'elle livre est difficilement compatible. On a aussi eu accès à des conversations qu'elle a eues avec une de ses amies très vite après les faits, dans lesquels elle aborde absolument pas la question de violence. Elle a d'ailleurs refusé de donner son portable, je crois. Elle a refusé de donner son portable, ce qui est son droit en droit argentin, mais qui, moi, en termes de vérité, me pose un problème. Nous, on a donné les portables, on a donné tous les éléments qu'on pouvait donner. Donc, on s'est retrouvés, si vous voulez, dans une course pour la vérité, mais une course dans laquelle on rencontre énormément d'obstacles qui sont que on est toujours face à un courant qui dit respect des victimes, etc. Et on confond, dans la façon dont on met le débat en place,
Le fait de vouloir défendre les victimes, de vouloir défendre les femmes qui sont victimes de violences, c'est normal. Mais c'est un tout autre débat que le fait de devoir organiser la défense de joueurs qui sont accusés. Qu'est-ce qui fait, alors que l'enquête semble avoir enlevé les charges qui pesaient sur eux, qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas encore en France et quelle est la prochaine étape judiciaire ? Parce qu'il existe une différence forte, structurelle, dans tous les dossiers, une différence entre le temps judiciaire et le temps médiatique. Et même, j'ai envie de dire, le temps humain. Vous savez, il y a des dizaines de gens... Mais pour eux, c'est pas agréable. Ils sont que l'incarnation de gens. Vous savez, en France, il y a des gens... Ils sont où en ce moment Ils sont à Buenos Aires. Ils sont chez quelqu'un qui les a hébergés et qui attend la décision. Ce qu'on appelle résidence surveillée. Non, ils sont libres. Ils sont libres. Ils peuvent se déplacer, ils sont libres. Mais ils n'ont pas le droit de quitter le pays, mais ils sont libres. Voilà. Alors que quand ils étaient à Mendoza, ils étaient libres aussi, mais ils n'avaient pas encore leur passeport. Maintenant, ils peuvent voyager. Donc, ils ont été quand même incarcérés. Oui, ils ont été maintenus pendant le temps de leur garde à vue. Et le premier signal positif, quand même, quant à leur absence de responsabilité, c'est que tout de suite, ils ont été placés en résidence surveillée et pas détenus. Alors que le régime, quand on a un dossier qui est suffisamment solide, avec une plaignante dont je dirais suffisamment crédible, c'est quand même de placer les gens en résidence surveillée. Ils étaient où à ce moment-là? Qui les surveillait? En fait, ils sont surveillés parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir et que c'est des gens à qui on fait confiance et que d'ailleurs ils ont respecté leur contrôle judiciaire. Mais ils étaient en résidence avec la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Mais pour vous dire la vérité, ils ne sont pas non plus beaucoup sortis parce qu'il y avait des dizaines de journalistes aux abords de leur maison. Ils auraient eu le droit d'ailleurs de communiquer, de faire une visio avec une télé française ou un journaliste français, parce qu'on ne les a pas entendus, ils n'ont pas pris la parole dans les médias. Non, et c'est d'ailleurs aussi quelque chose qu'il faut remettre à plat. L'exercice des droits de la défense fait que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez avoir un avocat et vous pouvez même d'une certaine façon discuter les éléments du dossier. Mais nous, on a eu collectivement une attitude qui était respect pour la justice argentine. On n'a pas essayé d'établir des éléments, de les faire fuiter. Vous savez, les photos de la plaignante, c'est pas nous qui les diffusons. Les vidéos surveillance diffusées hier. Voilà. Les vidéos surveillance, on les a depuis le jour numéro 1. Vous les avez vues dans les médias? Non, on les a remis à la justice, elle les a analysées. Donc on a eu une attitude assez irréprochable vis-à-vis de l'autorité judiciaire argentine. Des fois, c'est pas payant. Parce que des fois, c'est dur de se battre contre une autorité judiciaire. Mais là, il se trouve que sur la base de ces éléments objectifs, on a fait avancer le dossier. Et oui, il y a un décalage entre le temps où on peut parler de leur innocence et le temps où ils sont mis en cause. Maître Antoine Vey est avec nous, on va marquer une pause et c'est passionnant d'abord de vous écouter. C'est la première fois qu'on peut vous écouter en longueur sur cette antenne d'Europe 1 et évidemment, je vous interrogerai pour savoir comment vont-ils. La dernière fois que vous les avez eus en visio, que vous ont-ils dit? Et puis également, j'imagine, le traumatisme pour les familles, pour peut-être leurs petites amies et également leurs compagnes, parce que c'est une déflagration lorsqu'une affaire de ce type entre dans une vie. Et vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Vous écoutez Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Antoine Vey est avec nous. C'est l'avocat des deux joueurs du 15 de France, Oscar Jégou et Hugo Oradou. Et il nous raconte précisément ce qui s'est passé depuis le 6 et 7 juillet. Donc vous les avez eus de nombreuses fois, j'imagine, en visio. Dans quel état d'esprit aujourd'hui sont-ils ? Depuis le début, de toute façon, ils sont combatifs et ils ont la chance, si vous voulez, d'être très entourés au niveau des clubs, au niveau de leur famille, par des gens qui n'ont jamais douté de leur innocence une seule seconde. Donc ça, c'est déjà différent de beaucoup de dossiers dans lesquels la simple accusation fait qu'on vous fragilise énormément, la famille, le travail. Donc là, ils ont été soutenus et ils ont évidemment toujours clamé leur innocence de manière très claire. Et surtout, leur version colle parfaitement avec les éléments objectifs qu'on a recueillis petit à petit. Donc ça les a quand même confortés que, d'une part, ils disaient la vérité, qu'elle était établie par des éléments objectifs, et heureusement qu'il y a ces éléments. Je veux dire, s'il n'y a pas de vidéosurveillance, s'il n'y a pas de téléphone portable, s'il n'y a pas de témoignage, vous comprenez que dans ces dossiers-là, la présomption d'innocence, ça ne veut plus dire grand-chose. Donc, ils ont été là, et puis maintenant, comme c'est des sportifs, si vous voulez, il y a quand même le corps, la préparation. C'est des sportifs qui devaient reprendre la saison maintenant. Donc maintenant, ils vivent un petit peu quelque chose qui est difficile pour eux, qui est l'idée de savoir est-ce que ça va se déboucler ou pas et comment le faire. Mais c'est des gens qui ont un très gros mental et qui se sont pas disputés parce que vous savez, ils sont aussi confinés. Et le confinement, moi j'ai connu ça dans d'autres affaires avec 2 personnes, fait qu'après, on refait tout le match justement. Et voilà, donc ils sont restés solidaires. Tout le monde autour d'eux est resté solidaire et c'est pour ça qu'on a à cœur maintenant que le dossier se termine et qu'il avance. Il n'est pas terminé. Il n'est pas terminé. Et une des raisons pour lesquelles on intervient aussi aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase très sensible où on espère un classement et il faut que les choses se fassent avec le respect des institutions et des autorités judiciaires. Il ne faut pas faire de pression.
Ce qu'on a vu là depuis 2 semaines, c'est de la pression et de l'instrumentalisation des médias pour essayer de faire en sorte que la chose judiciaire déraille. Donc il faut faire ce qu'on a Là, fait vous depuis le parlez début. du camp adverse et Oui. notamment de ces photos qui ont été publiées hier dans un magazine argentin, sans Oui, doute. enfin, je On n'a parle- pas parlé d'ailleurs de l'opinion publique argentine et du traitement de l'affaire en Argentine. Tous les pays sont très différents et en Argentine, c'est un pays qui, d'une certaine façon, ressemble un peu plus aux États-Unis, mais qui a aussi cette dominante d'Amérique latine dans lequel le droit des femmes est très protégé dans la loi. C'est par exemple en Amérique latine qu'on reconnaît le terme féminicide, qu'en France on ne reconnaît pas. Donc il y a effectivement un courant très fort en faveur du droit des femmes. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'en défendant 2 innocents, on se trouve en contradiction avec cette volonté de défendre le droit des femmes, ce qui est complètement grotesque. Donc le débat judiciaire, c'est impartial, c'est à charge et à décharge. Les droits de la plaignante sont les mêmes que les droits des mises en cause. Et c'est vrai que depuis le début, le jour 1, l'avocate de la plaignante est montée au créneau médiatique, à mon avis en donnant même une version aux médias avant même que la version soit donnée à la justice. Et ça, on le voit dans des dossiers en France. Et c'est vraiment très négatif. Ça détruit les gens. Ça ne donne pas à l'opinion publique une version objective des choses. Il faut toujours avoir une opinion avant même qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé. Et ça peut faire dérailler la justice. Ça peut faire condamner des innocents ou ça peut au contraire enrayer les droits des victimes. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner sur la tentative de suicide de la plaignante ? Déjà, moi, je suis avocat de la défense. Donc, je ne suis pas là pour juger des éléments par rapport à cette plaignante. Est-ce qu'ils sont à votre disposition ? Non, ils ne sont pas à ma disposition. Je n'ai pas d'éléments objectifs qui visent à savoir ce qui s'est passé. Ce que j'ai, c'est une lettre. En fait, la question, c'est si la tentative de suicide, alors j'imagine il y a quelques degrés, si elle n'est pas en état de pouvoir comparaître, ou en tout cas de venir devant le tribunal, est-ce que les 2 rugbyman sont contraints de rester plus longtemps en Argentine ? C'est ça qu'il y a derrière ma question. Non, pas forcément. D'abord, il faut évaluer. Si c'était cet élément qui avait expliqué un report, ça serait assez audible, mais ça fait déjà 3 fois qu'on attend. Et avant, c'était pas une tentative de suicide, c'était un problème gastrique, et avant, c'était quelque chose d'autre. Ça peut être le cas qu'une personne soit tellement marquée qu'elle puisse pas se présenter à une expertise. Dans ce cas-là, la justice le reporte, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça obère la possibilité de retour en France ? Non. Si on estime que les éléments objectifs qui sont rentrés sont pas de nature à être infirmés par cette expertise qui doit être conduite. Et nous, on est assez demandeurs de cette expertise parce qu'il faut pouvoir expliquer pourquoi une personne irait globalement dire des choses qui ne se sont pas passées, dans quel contexte, etc. Si on est innocent, on craint pas les éléments de la justice. Et c'est vraiment notre position dans ce dossier. Ça peut également nous interroger sur le traitement médiatique, parce qu'effectivement, lorsqu'on a eu cette information, lorsqu'on l'a lu dans les journaux, sans doute que beaucoup de gens ont pensé que ces 2 rugbyman étaient coupables, parce que aujourd'hui on est dans un certain climat qui nous pousse à penser que la parole des femmes est sacrée. La parole des femmes n'est pas sacrée, bien sûr, elles peuvent mentir, il y a des femmes comme des hommes qui peuvent raconter des choses fausses, et l'avocat que vous êtes peut-être doit nous dire à la presse et puis à l'opinion publique d'être peut-être plus vigilant. Oui, enfin, ce qui est clair, c'est qu'on n'est pas dans une époque qui est consolidée. On a eu forcément une époque où la parole des victimes, et des femmes, il y a des femmes victimes, il y a des hommes victimes, mais la parole des victimes n'était pas suffisamment écoutée. Il y avait effectivement un jeu de pouvoir qui faisait qu'il y avait des gens qui étaient écrasés par le système. Et puis, sous le vent de ce qui s'est passé notamment aux États-Unis, on a eu des victimes toutes puissantes. C'est-à-dire, plus la nécessité de démontrer ce qu'on dit, le simple fait de le dire le matérialise. Aujourd'hui, on est dans une période où il faut faire très attention. Parce qu'on voit bien la succession de gens qui ont été innocentés. Ça y est, il y a le footballeur anglais, enfin Mendy qui est français, mais qui a été innocenté. Bien sûr. Il y a des acteurs, il y a... Harry Habitant, l'affaire Harry Habitant est très intéressante, même si elle n'est pas tout à fait terminée. Il n'empêche qu'elle est en passe de se terminer. La justice ayant finalement rattrapé un peu ce débat médiatique qui s'est calé, on commence à avoir des occurrences dans lesquelles les gens sont condamnés, mais il y a aussi des gens qui ne le sont pas. Et même quand ils ne le sont pas, on voit bien qu'ils ne peuvent plus reprendre le fil de leur vie d'avant. On a un vrai problème de toute façon de régression quand il y a un mouvement qui se crée. Celui-là, c'était de libérer la parole des victimes. Le fait de croire les victimes, qui est positif en fait. C'est pas parce qu'on est avocat de la défense qu'on pense pas que les victimes devraient être entendues. Et puis dans le mot victime, il y a 1000 choses. Comprenez, la femme qui a parlé hier et qui a perdu son mari, elle est victime, quoi qu'il se passe.
C'est pas la même chose que quelqu'un qui se plaint de quelque chose qui ne s'est pas produit. Donc, c'est pour ça qu'on a un mot qui s'appelle plaignant. Et ça, je pense que la société l'a pas encore totalement intégré parce qu'elle a voulu épouser cette vague. Elle n'a pas intégré les dommages collatéraux que ça crée. Et aujourd'hui, clairement, si on prend la parole, c'est pour dire qu'on a encore l'espoir que quand ces deux joueurs vont revenir, ça ne va pas empêcher la possibilité qu'ils jouent dans leur club, mais surtout qu'ils soient encore sélectionnés en équipe de France. Et ça ne va pas remettre en cause la bonne opinion qu'on pouvait avoir d'eux avant cette soirée. Dernière chose, c'est une déflagration quand ce type d'affaires arrive. J'imagine que vous avez peut-être eu les parents au téléphone régulièrement de ces deux joueurs, Hugo Radou, Oscar Jégou, peut-être également leur compagne avec qui ils étaient, et forcément c'est une déflagration et que la vie ne sera pas exactement sans doute comme avant. Oui, parce qu'il y a une double déflagration, il y a le fait de voir entrer l'autorité judiciaire dans votre vie privée. Et si c'est légitime, ben, on peut le faire, mais si on pense que c'est illégitime, c'est très dur. Et il faut pouvoir avoir des avocats pour se battre. Et puis, il y a la médiatisation, qui là est une deuxième déflagration, j'ai envie de dire atomique. Parce que du jour au lendemain, vous devenez attaché qu'à l'image qu'on a créée de vous. Et cette image, elle correspond pas. Vous avez des compagnes, peut-être, ces deux joueurs. Donc forcément, ils ont une vie privée, ils ont effectivement plein de choses qui sont finalement les remparts de la vie privée. Aujourd'hui, ils sont facilement démolis. Et là, j'ai expérimenté avec ce dossier, mais on le voit de plus en plus. Vous savez, il y a une presse dite d'investigation, mais qui n'est pas la presse d'investigation politique. C'est un autre truc. C'est ceux qui vont faire les poubelles, les photos, les choses comme ça. Si elles vous pourchassent, votre vie devient impossible. Et ça, c'est une autre protection. C'est pour ça qu'il y a la défense pénale, mais il y a aussi la protection de la réputation, qui est quand même un domaine du droit qui doit évoluer. Bon, clairement. Et de ce point de vue-là, je ne sais pas de leur état psychologique, comment ils vont. C'est des grands gaillards, ils sont psychologiquement forts, mais il va falloir leur laisser le temps de revenir. Le calendrier, à votre avis, quand est-ce qu'ils seront en France ? J'espère qu'ils seront en France dans les prochains jours. Mais moi, c'est une espérance. C'est-à-dire qu'avant la fin du mois de septembre, vous pensez qu'ils seront rentrés ? Il faut qu'ils rentrent parce qu'il faut qu'ils reprennent le fil de leur vie, parce que ça fait des dommages, et il faut qu'ils reprennent la compétition sportive parce que c'est des sportifs. Eh bien, écoutez, je vous remercie grandement, Antoine West. C'était la première fois que vous veniez dans notre émission depuis qu'elle a commencé sur Europe 1, depuis 1 an et quelques jours. Merci grandement. Vous êtes avocat. Vous avez longtemps travaillé avec Maître Dupond-Moretti. Oui. Vous étiez son associé, Exactement. Je crois. Vous l'avez de temps en temps au téléphone ? Oui. Et le jour où il arrête, parce que j'ai l'impression qu'il est ministre démissionnaire, il reprendra la robe ? Mais je sais pas, je crois qu'il a dit que c'était quelque chose à quoi il réfléchissait, mais les modalités de ça, ce qui va se passer, je crois que toute la France est au courant que c'est assez incertain. Est-ce que c'est un bon ministre de la Justice, monsieur Dupond-Moretti ? Je suis pas objectif. Donc voilà, quand on parle de quelqu'un avec qui on a travaillé, avec qui on a des bons contacts, on n'est pas objectif. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui a essayé de remplir son office avec l'énergie et l'intégrité que je lui connais. Et il a fait des choses. Encore une fois, critiquer en permanence les dirigeants et les responsables, ça mène nulle part. Moi, j'ai vu quelqu'un qui était à la tâche, qui s'est positionné rapidement dans un métier qui n'était pas le sien. Et c'est aussi positif de voir des gens qui ne sont pas des politiques de carrière. Et je pense qu'il a fait des choses vraiment positives pour tout le monde. Et il a aussi, d'une certaine façon, réussi, alors que c'est peut-être pas ce qu'on pensait de lui au début, à pacifier un petit peu certaines relations. Et vous voyez, hier, moi, j'étais dans une prison et il y a eu cette fameuse fusillade à Lille. Et moi, j'étais à l'intérieur, mais j'ai été protégé par les surveillants pénitentiaires. Je me suis dit, s'il n'y a pas les surveillants pénitentiaires, notre métier serait bien dangereux. S'il n'y a pas les juges, il ne sert à rien. Donc, j'ai aussi l'idée que cette séquence qui se passe là en ce moment, c'est aussi la possibilité de rappeler qu'on travaille ensemble. Et en ce sens, je trouve que ça a été plutôt un bon ministre parce qu'il a vraiment fait des efforts pour que les gens se parlent. Merci grandement. Antoine Weil, revenez quand vous voulez parce que ces dossiers nous intéressent toujours et ces dossiers de justice intéressent également beaucoup les auditeurs. Il est 12h28, nous marquons une pause. À tout de suite.